Alors, en attendant qu'ils s'installent, je vais vite fait les présenter. Donc, on a Alan Rodriguez, qui est ingénieur et titulaire d'un MBA, qui est actuellement dirigeant de VitaDX. Bienvenue. Nous avons Nikos Paragios, docteur en informatique, professeur à Centrale Supélec et actuellement dirigeant de Terra Panacea. Nous avons Rémi Choquet, docteur en santé publique, actuellement directeur du centre de données médicales et de médecine personnalisée au sein des laboratoires Roche. Pascal Auger, qui est ingénieur en docteur et en pharmacochimie, actuellement présidente du directoire de l'INSERM Transfer. Timothée Sinebert, pharmacien, actuellement business manager dans le département de valorisation et des partenariats industriels de l'Institut Curie. Tu as fait une longue présentation. Et on a Benoît Labarthe, qui est donc spécialiste des questions de pays et actuellement directeur du pôle transfert et innovation de la PHP. Voilà. Donc, qui de mieux que des professionnels du secteur pour nous parler de toutes ces questions de valorisation autour de la donnée. Si ça vous va, je vous propose de commencer. Je commencerai avec Alan, qui est le plus proche de moi. Je peux tutoyer, c'est bon ? Avec plaisir. Donc tout d'abord, on aurait voulu avoir les avis de chacun sur tous ces aspects de valorisation et notamment sur un petit peu sur le modèle de votre société, de ta société, et sur la manière dont vous procédez pour accéder aux données et à l'expertise associée, puisqu'on a beaucoup entendu parler des bases de données et aussi de l'expertise. On voudrait savoir comment tout ça s'organise. Et, si tu avais un exemple. Bonjour à tous, déjà et merci beaucoup pour cette invitation. Donc VitaDX développe une solution de diagnostic précoce du cancer de la vessie et on a eu deux phases. Les données, qu'elles soient... on fait beaucoup la différence entre la notion de données et la notion d'essai clinique historique. Dans les faits, un essai clinique, quand il est prospectif, c'est également pour récupérer de la donnée. Nous, on fait du traitement de l'image et donc la première version de notre algorithme a été créée à partir d'un essai clinique prospectif, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, un coût fixe de quelques centaines de milliers d'euros pour récupérer 1000 patients avec les échantillons d'urine de 1000 patients. Là-dessus, il n'y a pas de propriété intellectuelle au sens strict, c'est-à-dire il n'y a pas de dépôt de brevet, et donc la manière de rémunérer, de valoriser le travail qui a été effectué, c'est le coût d'un essai clinique. Aujourd'hui, on est en train, nous, de collaborer sur des données rétrospectives. Et une des raisons pour lesquelles on fait du rétrospectif, c'est qu'on veut avoir plus de données et moins cher. C'est un fait. Et la valeur qu'on y associe est parfois un petit peu compliquée. Notre manière de réfléchir chez VitaDX, c'est si jamais l'actif qu'on nous transfère représente une protection ou une barrière à l'entrée durable, il mérite par exemple des royalties, ce genre de choses. Si jamais c'est un actif temporaire qui va donner une petite avance à la société, mais qui globalement quelques années plus tard ne représente plus suffisamment d'avance. Je rappelle qu'on est dans l'intelligence artificielle, donc en fait de la donnée, on en cherche tous les jours. Ce qui veut dire que si on donne trop à la première millier de données, on n'aura plus assez pour aller chercher peut-être 10 000 ou 100 000 données derrière. Donc la manière dont nous on collabore notamment avec le LTSI et le CHU de Rennes sur un projet qui consiste à intégrer des données massives et donc pas seulement se baser sur l'échantillon d'un patient, c'est qu'il y a une part qui donc de la donnée, et la donnée on veut la rémunérer en cash, et l'autre part qui est le développement d'un modèle prédictif, donc qui est fait par le LTSI. Nous, nos compétences, elles sont en algorithmie de traitement de l'image, pas en algorithmie de données massives. Eh bien ça doit donner lieu à un actif durable qui peut passer par exemple par un brevet ou par d'autres formes de protection. Et celui-ci peut par exemple représenter, en tout cas il paraît juste d'avoir un pourcentage de chiffre d'affaires. Et ma perception et ma conviction, c'est qu'il faut faire bien attention avec... il y a la donnée, il y a ensuite la capacité d'extraire la donnée, qui est de l'expertise, il y a ensuite la capacité de développer des modèles algorithmiques à partir de ça. Et ces éléments-là, ils n'ont pas la même valeur. Certains ont une valeur durable, d'autres ont une valeur plus ponctuelle. Donc on a fait tous les modèles, c'est-à-dire qu'on a eu du prospectif, et donc là c'est tout à fait classique, et vous payez un cash, et puis le problème est réglé. Et ce cash, il est lié au temps passé, au coût, et avec une marge. Donc notre manière de considérer la donnée passée,
encore une fois, j'isole la donnée de l'expertise qu'il faut pour la traiter et pour développer des algos, eh bien c'est un coût. C'est un coût margé, évidemment, puisqu'il faut que l'établissement qui propose les données, en particulier quand il n'a pas forcément l'expertise pour développer les algorithmes qui vont, il faut qu'il puisse se rémunérer. Et j'insiste sur un point, la donnée, elle a énormément de valeur, parce que le problème, c'est que pendant un temps, la donnée a été perçue comme étant sans valeur, et beaucoup de pourvoyeurs de données se sont retrouvés en fait à disséminer leurs données sans avoir de rémunération. Ça, c'est pas normal, et je le dis en tant que dirigeant d'une start-up qui en consomme de la donnée. Il faut payer la donnée. La question maintenant, c'est de trouver un modèle qui soit juste, en particulier par rapport à la concurrence internationale et notamment américaine, qui a industrialisé le process et qui ne demande pas, par exemple, de pourcentage de royalties, qui est un élément sur lequel, vous l'aurez compris, je ne suis pas très favorable à donner un pourcentage de chiffre d'affaires sur de la donnée, alors que de la donnée, on va en chercher toute notre vie, et que du coup, si on donne 5% maintenant, au bout de 5 CHU, on est à 25% de chiffre d'affaires. Donc il y a des clauses qui permettent de limiter évidemment ça, mais il y a peu de pertinence à donner de la valeur durable à un actif qui ne l'est pas. Contrairement à la valeur algorithmique qui peut également être portée par le pourvoyeur de données, comme c'est le cas par exemple dans l'illustration que je faisais avec le LTSI. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais prendre le temps de tout le monde, je pense. Excusez-moi. On a 6 intervenants. Je vais me tourner vers Timothée. Peut-être une réaction suite à ce que vient de dire Alan et peut-être un éclairage. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais je suis globalement assez d'accord. Merci pour ton intervention. Peut-être il y a un certain nombre d'enjeux sémantiques quand on rentre dans un échange avec une start-up ou un grand groupe. Une start-up, c'est un industriel, c'est pas un industriel à part, c'est un industriel, qu'il soit IT, qu'il soit des biotechnologies. Chacun va avoir un langage, des pratiques qui peuvent être différentes en fonction de l'écosystème. Dans tous les cas, effectivement, il y a un enjeu, et c'est, je trouve, assez bien représenté dans les slides, un enjeu court terme, qui sont des enjeux de coût de collaboration. Et ça existe dans toute collaboration depuis l'histoire des partenariats publics-privés. C'est-à-dire, on passe du temps sur les projets, il faut qu'on puisse le couvrir. Certes, c'est des nouveaux acteurs, on parle de coûts de DSI, de direction des données, d'experts techniques qui sont habituellement pas forcément impliqués dans les projets de recherche, mais aujourd'hui, c'est du temps qu'il faut couvrir. Alors, soit c'est le partenaire industriel qui le couvre, soit c'est des appels à projets, il y en a de très nombreux qui sont en cours, mais il faut avoir effectivement des ressources pour travailler de manière pérenne, réussir à proposer aussi, entre guillemets, un service de qualité aux partenaires, parce que ce matin, on disait, les médecins, ils n'ont pas le temps de soigner les patients. Mais ils n'ont pas plus le temps de donner des conseils à une petite start-up pour lui expliquer pourquoi ça ne marche pas avec des trucs parfois très très évidents pour la start-up. On disait tout à l'heure, les ingénieurs travaillent sur de la donnée météorologique comme sur des données de soins. La réalité est tout autre, c'est-à-dire que les résultats, s'ils sont complètement aberrants, c'est vraiment le clinicien qui va être capable de le dire, et au-delà de son expertise, c'est le temps qui va y passer, parce que ça va prendre réellement du temps. Et pour sécuriser du temps à ces cliniciens, il faut sécuriser absolument des ressources. Donc ça, c'est le premier point qui est, je pense, qu'on partage. Parce que ce qui est très important, peut-être, petite parenthèse, le coût sur la donnée, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, la propriété intellectuelle de la donnée, c'est un sujet qui est sujet à beaucoup de discussions éthiques, de discussions philosophiques, mais il y a aussi un cadre légal. Il y a un cadre légal autour des bases de données qui est assez clair et sur lequel on peut évoluer, on peut travailler avec les partenaires. Je vais revenir sur le sujet des royalties. Je vais même aller plus loin sur le sujet de la copropriété, parce que ça, c'est un sujet qui est aussi très important. C'est comment, dans le résultat, et ce n'est pas seulement la donnée, c'est le savoir-faire, l'expertise associée, tout asset qui va être injecté dans ce projet de recherche collaboratif et qui va permettre de co-construire un produit. Et ça, c'est un point qui est hyper important de mon point de vue. Quand on travaille avec un partenaire industriel, c'est a priori en vue d'avoir un produit. Ce n'est pas forcément en vue d'avoir une publication. Une publication, c'est déjà très bien. Mais derrière, c'est d'avoir un produit qui va être exploité commercialement, qui va générer de la valeur. Et donc la vraie question, c'est comment dans le cycle de vie du produit, il va y avoir différents interlocuteurs qui vont être impliqués à différents stades de maturité du développement, qui vont apporter plus ou moins de données, plus ou moins d'expertise, plus ou moins d'algorithmes, plus ou moins open source, et comment, in fine, le produit qui va générer de la valeur va rétribuer l'ensemble des acteurs. Pour moi, c'est ça la véritable question. Effectivement, il y a des choses qu'on peut définir très en amont des projets, il y a des choses qu'on peut botter en touche. Je ne suis pas forcément fan de l'approche qu'on mentionnait tout à l'heure de dire on va faire un gros accord cadre et puis on va tout pouvoir mettre dedans.
les projets sont très spécifiques entre eux. Il y en a, ça va être un software as medical device, on en parlait ce matin. Il y en a un autre, on va être sur du biomarker discovery, donc sur un écosystème beaucoup plus biotech, avec des délais de développement, de mise sur le marché beaucoup plus importants et des enjeux de propriété intellectuelle tout à fait différents. Donc je pense vraiment que l'important, c'est d'arriver effectivement, le modèle mixte me semble un point très important, de réussir à jongler avec ces différents facteurs et de réussir à être très pragmatique avec le partenaire, réussir à échanger de manière très claire sur les attentes de chacun, quels sont un peu les enjeux contractuels qu'on va vouloir porter dans la collaboration. Il y a 2 points que je voudrais souligner dans cette collaboration, c'est d'impliquer les tech transferts dans les étapes les plus précoces des projets, parce qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui vont aller vers le clinicien, parce que le clinicien, son objectif, ou le chercheur, son objectif, c'est de publier. Et donc, effectivement, quand on arrive à posteriori, c'est toujours plus difficile. Et effectivement, on peut perdre 1 an et demi dans des discussions interminables parce que le juriste, ou la DPO, ou le tech transfert est arrivé à posteriori et qu'effectivement, les bases du projet nécessitent d'être rediscutées. Et ensuite, il y a l'enjeu sémiologique dont je parlais tout à l'heure, qui est très important de clarifier, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un brevet, qu'est-ce que c'est de la copropriété, qu'est-ce que ça engage pour le partenaire, parce que on a tout de suite peur, on se dit mon algorithme il va être en copropriété, ça va être extrêmement compliqué à gérer. C'est des choses qui peuvent se gérer de manière effectivement plus ou moins simple, plus ou moins chronophage, mais qui sont importantes à considérer dans la discussion et d'au moins savoir effectivement quels sont les enjeux de chacun pour aboutir à la meilleure contractualisation possible associée à un projet. Et c'est vraiment ça, c'est que la contractualisation, elle est à la lumière d'un projet et elle est censée retranscrire le projet qui est mis en œuvre en collaboration. Merci. Merci Timothée. Donc Alan nous a présenté un exemple de valorisation. Timothée, un exposé sur les différents modes d'utilisation notamment de la propriété intellectuelle. Pascal, je crois que vous avez un mot à nous dire sur un avis sur la question de l'expertise et la valeur de l'expertise dans les données. Bonjour, merci de m'avoir proposé de participer. Oui, alors cette expertise, elle est d'autant plus importante qu'on a une typologie de partenariat possible sur ces datas qui est extrêmement large. Alors, je vais donner 4 grandes familles, mais tout le monde, on pourrait imaginer aller dans un niveau de détail plus important. Il y a le côté partenariat associé à un accès aux données sur des projets de type cohorte, c'est-à-dire études longitudinales sur un grand nombre d'années, un certain nombre soit de patients, soit de population générale. On a des partenariats associés à des bases de données vivantes issues de patients et pour lesquelles l'idée c'est d'avoir une interaction et un travail global de valorisation avec un ou plusieurs partenaires industriels. On peut penser avec des bases de type UMD, BRCA1 et 2 avec des grands américains qui ont été faits il y a quelques années et qui étaient une logique temporaire mais qui permettaient de créer de la valeur et d'enrichir mutuellement. On a tout ce qui est partenariat sur finalement l'entraînement d'un outil IA associé à un jeu de données spécifique et qui répond à une question médicale posée qu'on valide en commun entre l'industriel et l'académique. Et puis enfin, on peut avoir le package qui proviennent de l'académique et de la clinique, qui est de dire on a un partenariat sur un asset multimodal, nous on en voit de plus en plus, où il y a un biomarqueur ou plusieurs biomarqueurs dits humides, des logiques d'outils associés, et puis derrière un début d'entraînement sur un jeu de data. Donc on a quand même une très grande hétérogénéité, et on se rend bien compte que là, la nature de l'expertise qui est associée est évidemment fondamentale dans la création de valeur. Donc ce qui me semble à ce stade très important, il y a quand même un début de consensus, on voit bien que c'est très hétérogène, mais en même temps, on commence à se rejoindre sur un certain nombre de choses. Il me semble qu'aujourd'hui, la notion d'accès aux données via un projet avec un objectif spécifique est quelque chose qui est relativement partagé entre un grand nombre d'acteurs. Peut-être pas tout le monde n'est pas encore aligné, mais en tout cas, c'est à peu près... ça fait l'objet en tout cas d'un consensus de plus en plus important sur le fait qu'on n'achète pas, et je vais volontairement le dire de façon provocateur, un kilo de data individuelle mis ensemble, mais on achète un concept, une question, une problématique médicale auquel collectivement on apporte une réponse via de l'accès aux données. Donc il me semble que ça c'est un chemin commun qui a émergé ces dernières années de travail conjoint. Deuxième chose, on a beaucoup parlé, c'est quoi la valeur d'une donnée. Donc, cette valeur de donnée, elle se pose sur plusieurs choses. On en a certaines qui sont évidentes, qui sont aujourd'hui consensuelles, puis
une autre en particulier qui fait moins consensus. Donc dans ce qui est consensuel, c'est la valeur liée à la qualité intrinsèque de la donnée, donc le type de données, l'interopérabilité, on a le panel précédent en a largement parlé, le contrôle qualité associé. Donc ça, aujourd'hui, on est tous à peu près d'accord, public-privé, sur le fait qu'il y a une reconnaissance associée à ça. La deuxième, c'est une valeur liée à l'utilisation des données par l'utilisateur, et qui est associée à l'historique des données, le degré d'actualisation des données, le niveau d'exhaustivité. Donc ça aussi, il ne me semble pas que ce soit compliqué de se retrouver tous collectivement autour de cette logique-là. Il y en a une troisième qui est la valeur liée à l'appariement des données, et qui évidemment est un sujet, mais là encore, ça me semble être en bon chemin. Et puis il y en a une dernière qui est la valeur liée à l'usage final des données. J'ai entendu dans les discussions, on se met d'accord pour faire, ou en tout cas, on contribue à faire émerger un produit ou un service. Et donc c'est cette nature finale du produit ou du projet, avec cette valeur d'usage liée à l'usage final du système, qui est encore le plus challengé entre les différents acteurs publics et privés en particulier. Et c'est là où on retrouve quid du pourcentage, si c'est sur du pourcentage de chiffre d'affaires, quid du modèle. Alors, avec ces éléments-là, qui sont des éléments sur lesquels tout le monde aujourd'hui partage au moins l'envie d'y travailler, moi je relèverais juste deux choses. C'est une analogie avec le passé. On discute aujourd'hui et on veut en quelques mois, voire quelques années, se mettre d'accord. Si je fais juste un petit bout d'historique, il y a 25 ans, sur un profiling d'une licence sur la base d'un asset de type un brevet, on avait quasiment les mêmes discussions, où on était au milieu du gué de la même façon, en tout cas de façon un peu hétérogène suivant les pays. Et puis sur la mode de calcul, la NPV par exemple, est devenue finalement un gold standard que quasiment on n'utilise plus, en tout cas nous, pas beaucoup. On sait que ça fait partie des choses qu'il faut avoir, et en même temps, ça ne sert que de base de discussion. Donc j'imagine que les modèles qui ont été présentés là, une fois qu'on les aura travaillés, et j'imagine que la seule façon de le faire, c'est de façon pré-compétitive, tous collectivement, et qu'on aura réussi à objectiver éventuellement certains des chiffres associés à des modèles, ce sera à peu près la même chose que l'évolution du NPV ou de choses équivalentes, c'est qu'à un moment, on aura tellement pratiqué qu'on sera à peu près au carré sur ce qu'on met dedans, et le profiling d'un accord sur de la data et sur des jeux de données, il nous sera à peu près aussi évident qu'aujourd'hui le profiling sur un accord de licence, où vous prenez une licence en France chez tel interlocuteur, une licence aux US chez Columbia, vous aurez exactement quasiment les mêmes choses, et probablement au pourcentage à la virgule ou à la dixième ou centième de virgule près, à peu près les mêmes choses. Donc c'est cette process accéléré qu'on est en train de parcourir aujourd'hui et qui fait la difficulté. Mais contrairement à ce qui a été dit, moi j'avais plutôt l'impression qu'il y avait une volonté claire de bosser ensemble sur ces sujets-là et d'avancer de façon significative. Merci Pascal. Donc là on a plusieurs exemples de partenariats qui fonctionnent, qui existent. Mais alors c'est pas toujours simple. Nikos, vous avez eu l'occasion d'en mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience justement sur ce qui marche pas, ce qui est compliqué? Donc, bonjour à tous, je suis Nikos Parayos, Therapanacea développe des logiciels pour la radiothérapie. En fait, l'objectif c'est d'optimiser le traitement, et diminuer les effets secondaires et diminuer la toxicité de la dose. On avait la chance dès le départ du projet en fait, de faire un accord cadre avec Gustave Roussy. On a initié un laboratoire mixte en intelligence artificielle pour l'oncologie. Et on avait aussi Gustave Roussy comme actionnaire minoritaire. Donc il a participé à la création de la boîte avec des conditions assez favorables qui a permis en fait d'établir cette partenariat. Et ensuite en fait on a partagé les projets à 3 catégories. Il y a des projets d'expertise où en fait la valeur ajoutée n'est pas vraiment à Gustave Roussy, mais c'est nous. C'est nous qui on développe le logiciel et Gustave Roussy sert comme expertise, comme retour clinique. Dans ces cas-là, en fait, on ne discute pas de la propriété intellectuelle parce que le produit elle-même, ça nous appartient, elle est déjà développé. Donc Gustave Roussy sert comme feedback, comme d'autres établissements, pas que Gustave Roussy. La deuxième opération, c'est des projets de recherche collaboratifs. Donc on a la tendance d'amener Gustave Roussy dans tous nos projets de recherche, à condition qu'il y ait l'expertise qu'il faut. Et dans ces cas-là, en fait, c'est des projets collaboratifs où la question de partage des propriétés intellectuelles est clairement discutée en amont. Et effectivement, il y a un partage, comme il y a des côtés des expertises. Et après, en fait, il y a des projets que nous, on mène nous-mêmes en appart, où même si à terme, on utilise des données de Gustave Roussy qu'on a récupérées sur des différents projets, la question des pays ne se pose pas. On est en train de mettre en place la même partenariat avec CLB à Lyon, et aussi, on espère, avec Unicancer. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est quand même dans un monde assez paradoxal
Tout le monde dit, et moi je peux répéter, en France, on a tous les atouts pour être les meilleurs parce qu'on a des super mathématiciens. Ouais, c'est École Centrale Paris, on fait des super élèves. On a des super médecins, c'est vrai. Et après, on a un système de données structuré. Hélas, les moments que vous commencez à discuter avec un partenaire, vous allez passer en fait, au meilleur des cas, 12 à 18 mois pour arriver à avoir un accord qui serve à quelque chose. Et après, il faut encore 6 mois pour récupérer les données. On est allé en décembre au Canada, on a visité le CHUM, qui c'est l'équivalent de APHP, c'est le service hospitalier universitaire de Montréal. Donc en fait, on a discuté un projet de recherche au départ, on s'est mis d'accord sur le projet de recherche, et en fait, on a reçu le 15 janvier un Data Sharing Agreement pour une partie des données qui vont servir pour évaluer le projet. Donc en fait, il a pris 6 semaines entre les moments qu'on est allé à Montréal, on a discuté sur une centaine de données. En fait, et le Montréal a dit, bon, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Si on se retrouve, on va discuter comment on va plus loin. Et si on ne se retrouve pas, bah, au pire des cas, vous avez récupéré quelques données qui ne vous servent pas à grand-chose. Donc il faut trouver une façon de fluidifier en fait, les procédures. On dit que la France, il a des atouts, elle doit avoir une start-up nation, etc., etc. Vous partez aux États-Unis, bah, l'accès aux données, c'est plus facile. On est en train de discuter des valeurs intrinsèques des données sans savoir qu'est-ce qu'il y a dans les données elles-mêmes. Ça veut dire, en fait, on fait le fantasme qu'il y a pour quelle donnée a de la valeur, qui est super, mais je peux vous assurer que si vous récupérez des données des essais cliniques de unicancer, la valeur intrinsèque est 10 fois plus élevée que les données que vous récupérez du centre X ou Y. Donc en fait, d'essayer de généraliser et parler que j'ai des données, j'ai des valeurs et ça crée de la valeur, pour moi, c'est quelque chose qui, bah, d'abord, il faut travailler ensemble, montrer qu'il y a quelque chose qui a de la valeur. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des dispositifs médicaux. Ça veut dire qu'il faut faire des produits qui sont certifiés au niveau européen, au niveau international. On a l'impression que les parties algorithmiques, on a récupéré les données, on a les produits. Hélas, ce n'est pas si simple que ça. Les parties algorithmiques correspondent à peine à 20% à l'effort pour arriver à avoir un produit commercial. Donc, s'il y a de valeur ajoutée, effectivement, on peut discuter. S'il y a des collaborations de recherche, il faut aller, il faut partager. Mais par contre, il faut rester aussi raisonnable. On ne peut pas discuter de la valeur intrinsèque des données qu'on n'a jamais vues, qu'on ne sait pas qu'il y a dedans. Merci Nikos pour cet avis éclairé, cette expérience. Donc on voit tout à l'heure, Alan aussi nous en a parlé, qu'il y a certaines difficultés quant à l'accès aux données, enfin certaines longueurs. Tout à l'heure on a vu aussi sur le RGPD les acteurs avaient dû s'adapter, etc., que la réglementation aussi impose certaines choses aux acteurs du secteur. Je me tourne vers Benoît. À votre avis, est-ce que... tout au bout, bonjour. En termes de maturité au niveau des acteurs, est-ce que tout le monde est vraiment prêt pour ces transferts, pour la valorisation de ces données? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Déjà bonjour. Je vais essayer de répondre à une question qui s'est posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des questions de est-ce qu'on peut avoir accès aux données, est-ce qu'on est vraiment en capacité, etc. Je pense qu'il faut retourner un peu comme le disait Pascal, quelques années en arrière. Dans quelques années en arrière, on avait encore un paysage réglementaire qui était extrêmement mouvant. On avait une explosion de la création des startups, l'arrivée des startups tech finalement dans la santé, la mutation des acteurs de santé qui arrivaient aussi dans le traitement de données, et puis énormément d'évolutions en parallèle qui faisaient que finalement on avait, que ce soit du côté industriel et que ce soit du côté académique, quelque chose qui était extrêmement complexe et émouvant. Je pense que maintenant, pour répondre à la question et puis pour continuer un petit peu ce que disait Nikos, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrivait en tout cas sur la faisabilité, c'est-à-dire que oui ou non, on peut vous transmettre des données de telle manière, etc., etc. La question, en tout cas dans la majorité des cas, et on travaille avec l'ensemble des CHU, quelque part, et c'est des problèmes qui sont résolus, en tout cas en grande partie résolus. C'est-à-dire parce que oui ou non, on peut vous donner accès réglementairement, on sait comment on va gérer. Il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure sur les consentements, on sait quelles sont les informations à faire, les consentements, etc. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas du travail, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui est lourd, mais on sait exactement, on a un contexte qui est cadré. Là maintenant, on rentre, donc on a fait évoluer tout ce contexte technique, réglementaire, de capacité à faire. On rentre dans les questions de business, on rentre dans les questions de quels sont les modèles économiques.
Et effectivement, c'est des choses qu'il faut travailler. Pascal a très bien évoqué les différents types de valeurs. Et pour aller dans la suite de ce que disait Nikos, on ne peut pas quelque part considérer une base de données avec une sorte de valeur intrinsèque qui serait sortie finalement d'une conception que l'un ou l'autre on pourrait avoir, c'est-à-dire soit l'académique, soit l'industriel, de la valeur de la base. Ça, c'est complètement impossible. Et on ne le fait pas pour des brevets. C'est-à-dire que pour un brevet, on va négocier une licence en fonction de l'utilisation, du business model, du marché, de la compétition éventuellement qu'on peut avoir. Et je pense que l'idée qui sous-tend tout ça, et je pense sur laquelle on peut se retrouver, en tout cas c'est ça, c'est que quelque part on doit avoir toute une partie de faisabilité technique, réglementaire, etc., qui doit être quelque chose de calé. C'est-à-dire que nous, typiquement, si vous voulez avoir accès à un essai clinique fait par la PHP, on a une procédure qui vous assure en 8 mois, entre la première demande et le transfert de la base gelée, toute la négociation, la mise aux normes réglementaires, etc. Ça, on a fait ce travail-là, c'est 2 ou 3 ans sur des essais cliniques. C'est des objets simples à manipuler, un essai clinique. Hein. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, un essai clinique, c'est un ensemble de données qui est fermé. On sait comment le faire, c'est pas compliqué. Maintenant, on est en train de construire des modèles sur la partie intelligence artificielle, sur les entrepôts de données de santé, sur les cohortes, qui sont des données en vie, qui sont des bases de données en vie. Et l'idée, c'est ça. Alors après, effectivement, ça peut avoir un aspect quelque part frustrant, mais on a aussi, et je pense qu'il faut quand même le répéter, parce que on pousse la création de start-up, l'innovation, l'entrepreneuriat, etc. Il faut aussi se rappeler, et je pense que c'est Christelle Dernier qui disait tout à l'heure, que c'est des données de patients qui sont basées sur la confiance d'un patient vis-à-vis du médecin et de l'hôpital qui est allé voir, ou du chercheur qui est allé voir dans le cadre d'une cohorte, qu'on a une importance vitale nous-mêmes en tant qu'acteurs de santé, mais aussi tout le système. C'est-à-dire que si effectivement on a un problème de confiance dans les organismes qui recueillent ces données, les utilisateurs, les industriels auront beaucoup plus de mal à avoir accès à ces données-là. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai enjeu de confiance et de maintien de la confiance. Les hôpitaux sont des institutions dans lesquelles les patients, les Français ont confiance, donc il faut maintenir cette confiance-là. Et deuxièmement, il y a aussi un aspect de compétitivité économique. Alors je peux entendre effectivement, et d'un point de vue business, qu'il y ait une discussion de je vais être moins cher, etc., si je vais dans tel ou tel pays, etc. Ça, je peux tout à fait le comprendre. En revanche, on a un enjeu de maintien de la compétitivité académique de nos équipes de recherche et de nos équipes médicales. Je rappelle quand même que les bases de données des hôpitaux, même si les entrepôts de données de santé, c'est quand même la base des thèses de médecine des médecins, des futurs chercheurs qui arriveront après, etc. Donc on est arrivé à un point, je pense, où on a chaque acteur a acquis une maturité, en tout cas dans la partie technique réglementaire, qu'on a effectivement augmenté une petite courbe d'apprentissage encore à acquérir, mais je pense qu'on est autour de la table pour montrer qu'on est là pour justement travailler là-dessus. Et l'idée, c'est de se dire, essayons d'être créatifs, est-ce qu'on va partir sur effectivement des modèles 100% licence ou 100% redevance, qui n'ont pas forcément de sens. Voilà, essayons de faire des choses de manière intelligente. Et encore une fois, l'idée, c'est une répartition. De la valeur. Donc, il faut identifier la valeur, il faut se mettre d'accord. C'est vraiment. Et puis après, on répartit la valeur en fonction des enjeux de chacun. Mais c'est effectivement, moi, je dirais jamais, telle base de données, c'est tant. Voilà. On ne vend pas les données de patients au kilo, ça, c'est certain. Voilà. Merci Benoît. Je crois qu'on est un peu pressé par le temps, du coup on va finir par Rémi Choquet, si vous le voulez bien. On aurait voulu avoir le point de vue, votre point de vue, pour une structure comme Roche, de ce qui est attendu en termes de compétitivité par rapport à ces collaborations. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, très rapidement, je vais vous permettre de rentrer dans pas longtemps chez vous. Alors, une structure comme Orange, c'est évidemment un footprint international. Donc, on voit beaucoup de modèles de valorisation autour des données, notamment des données de santé. Et puis, historiquement, évidemment, on fait de la recherche clinique. À ce propos, la France est plutôt compétitive. Très clairement, Roche investit énormément, en pourcentage, beaucoup plus que dans d'autres pays, sur la recherche clinique française pour la phase 1, 2, 3. Ça marche plutôt pas mal. Je pense que le contrat cadre a vraiment travaillé dans ce sens-là, d'où peut-être la question qui était posée tout à l'heure, de savoir est-ce que dans la vie réelle, il faut aussi se poser ce type de questions. Je ne suis pas là pour y répondre, mais en tout cas, il y a un sujet de compétitivité.
probablement d'accès et surtout à l'échelle. Un des enjeux que nous avons quand on mettons sur le marché des immunothérapies qui ciblent des patients qui sont très rares et qui sont disséminés dans beaucoup de centres. Quand on parle de Virel, ça veut dire tout de suite 140, 150 centres d'un coup. Et on a à peu près 6 mois pour répondre à des questions pour l'inscription du médicament en France. Et donc, on a des enjeux effectivement de rapidité d'accès à ces données. Alors, évidemment, ce n'est jamais nous qui avons accès. On travaille toujours avec des sociétés ou avec des groupements scientifiques publics sur le sujet. Alors, on investit énormément dans les cohortes observationnelles, dans les registres aussi, et on le fait, et on l'a toujours fait, on continue à le faire. On sait que ce sont des instruments épidémiologiques absolument essentiels. Pour autant, on observe aussi qu'il y a maintenant des nouveaux objets de la recherche qui arrivent avec des nouvelles données. Alors, très souvent aujourd'hui encore, on est quand même dans quelque chose qui est, je trouve, pourtant moi je milite pour qu'on investisse dans ces nouvelles données-là. Je me rends compte qu'effectivement, le rapport, on va dire, bénéfice-coût d'utilisation de ces données pour nos recherches classiques est parfois disproportionné, c'est-à-dire que remettre les données à la qualité qu'on aurait sur une recherche très ciblée avec des questions préétabli et encore très important aujourd'hui, du égard au fait qu'il faut mettre beaucoup de gens autour de la table et que ces données proviennent du soin et qu'il y a un vrai travail d'annotation et de qualité sur ces données. Pour autant, c'est un sujet très important. Donc pour moi, c'est le premier point, c'est de se dire, en fait, il va falloir qu'on investisse dans ces sujets. Et alors Roche le fait internationalement, même dans l'investissement d'infrastructures de données, puisqu'en fait, on glisse de pourquoi on investit dans une base maintenant vers pourquoi on devrait investir dans une infrastructure, ce qui veut dire investir dans des routes. Donc la bonne question qu'on se pose, nous, c'est quelles sont les bonnes routes, qui est le bon opérateur de ces routes, in fine, et pourquoi il faut investir, par exemple, en oncologie, dans les prochaines années, probablement les 10 à 15 à 20 prochaines années, il va y avoir des nouveaux traitements permanents, c'est un combat permanent, donc il va falloir évaluer, notamment en Virel, ces nouvelles thérapeutiques. Un des enjeux qu'on a aussi, on en parlait rapidement tout à l'heure, on ne voit plus aujourd'hui chez Roche l'essai clinique et la Virel. Il y a certaines indications dans lesquelles les deux sont intimement liés, c'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché sur des sous-populations dont l'efficacité a été testée en essai clinique, et pour autant, il va falloir voir la généralisation et continuer à rechercher, voire identifier des biomarqueurs ou des mutations génétiques qui nous permettraient de comprendre pourquoi certaines immunothérapies marche mieux sur certains patients que sur d'autres. Donc ça, c'est une recherche permanente et ce flux en oncologie, il existe. Et il doit effectivement, et c'est un facteur de compétitivité en France pour le groupe Roche, et de savoir où investir et comment travailler sur ce sujet-là, parce que c'est aussi la recherche de demain. Moi, ce que j'observe aussi, donc pour conclure et faire un wrap-up rapide, c'est qu'on a un sujet de transparence commun, c'est-à-dire que quand on investit dans une cohorte, un registre, une infrastructure, aujourd'hui, les discussions sont telles qu'il y a, en fin de compte, on peut partager les chiffres. Qu'est-ce qu'on finance, in fine, à part les études, et c'est souvent évidemment l'objet, mais souvent on peut mutualiser. On peut mutualiser à plusieurs, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver forcément les cannes sur lesquelles on peut se mettre à plusieurs pour s'assurer effectivement qu'on diminue les risques. Parce qu'on a un sujet, il y a des endroits dans lesquels il y a du risque, c'est-à-dire qu'on a un médicament qui arrive, on sait qu'on va avoir besoin de données pour un temps. Pour autant, la phase 3 ne se passe pas bien, on est obligé d'arrêter quelque part d'investir. Ou, à un moment donné, la phase 3 se passe bien, on fait l'étude, et pour autant, il y a un autre industriel qui viendrait derrière. Mais malheureusement, parfois, le temps fait qu'il faut effectivement se mettre peut-être à plusieurs et trouver une manière de dérisquer ça. Et ça, je pense, c'est peut-être le deux éléments importants. Donc, c'est comment on mutualise et comment on dérisque. Et en fin de compte, c'était les 3 éléments que je voulais vous donner, c'est la transparence, la capitalisation sur les bonnes routes et mutualiser les risques. Et c'est un peu les éléments que nous, on regarde plus précisément pour pouvoir investir en France et collaborer à la mise en place de ces dispositifs. Merci à vous. On va avoir du temps pour aller 2-3 questions éventuellement. Ou pas. Comment ? Je sais pas. Une question. Juste pendant que le micro arrive, sur le sujet de la CRO tout à l'heure qui veut accéder à des données. Il n'y a pas qu'un enjeu de valorisation. C'est-à-dire que s'il y a une CRO qui arrive face à un tech transfert et qui dit « Bonjour, je voudrais accéder à tes données », il y a quand même un certain nombre de verrous, on le mentionnait tout à l'heure, des verrous éthiques, des verrous scientifiques, bien avant de commencer à parler de valorisation et des enjeux économiques de financement de la collaboration.
Et très clairement, je pense qu'aucune institution n'est dans une approche de type data brokering, de mise à disposition de données, mais réellement dans des approches collaboratives qui associent un réel input intellectuel dans le design du protocole, d'être au board scientifique, d'être vraiment expert technique du sujet et pas être uniquement en tant que mise à disposition des données. J'avais juste une question. Vous parlez de flexibilité, de créativité dans l'élaboration de ces contrats. Moi, je trouvais très intéressant le retour canadien. Est-ce qu'il est envisagé de faire une contractualisation par étapes où on pourrait imaginer que des partenaires puissent commencer à travailler en s'accordant sur des principes de contractualisation et sur la base d'échantillons de données puissent mieux réussir à cerner à la fois les enjeux et les modalités d'un contrat qui serait finalisé dans un second temps? C'est ce qu'on fait à l'AP typiquement. On l'a notamment sur les essais cliniques. Effectivement, on peut donner un accès temporaire sous la responsabilité de personnes de l'AP et de manière à ce que la société puisse auditer la donnée et à se dire ok, voilà, les données sont plus ou moins de bonne qualité, etc. Sur des entrepôts de données, je vois pas d'opposition de principe à le faire à partir du moment où réglementairement on est au carré, quoi. Après, c'est quelque part une organisation, mais là, typiquement, c'est partie des choses qu'il faut on le fait pour des essais cliniques, je vois pas pourquoi on le ferait pas pour des entrepôts ou des choses qui soient... Voilà. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je veux dire qu'il n'y a pas de... je vois pas de... À partir du moment où on est dans quelque part quelque chose qui est réglementaire, je ne vois pas de limite, on ne se met pas de limite, on va dire, de modèles, de choses. Je veux dire, on est vraiment ouvert. Je pense que c'est un commentaire qu'on peut donner aussi pour les registres et les cohortes. Il y a des registres et cohortes qui ont été constitués pour un objectif donné, on y accède plus tard pour un deuxième objectif. Très souvent dans nos discussions, en fin de compte, on aurait besoin de rentrer dans une phase de qualification plus précise de l'effort qu'il faut mettre. Et d'ailleurs, c'est un effort, c'est pas juste pour valider que les données sont bonnes ou pas, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faudrait mettre en plus pour aider la cohorte, pour générer les bonnes données avec la robustesse qu'il faut. Donc c'est vraiment parce que souvent, parfois, il y a des questions de moyens aussi alloués dans les établissements sur ces cohortes. Petit détail aussi, moi je trouve extrêmement difficile au fait de commencer à discuter au départ pour des valorisations, pour des choses qu'on ne maîtrise pas. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où on répète souvent que la donnée a de la valeur, c'est la mine d'or, il est là, et il faut juste le chercher, mais si on ne le cherche pas, on ne va rien trouver en fait. Ça veut dire qu'il faut rester raisonnable. On peut dire qu'il y a APSP a des bases de données colossales, il y a des applications pour sauver du monde du cancer, peut-être. Mais si on ne cherche pas, si on ne creuse pas, en fait, on ne va rien trouver et quelqu'un d'autre à côté va trouver la même chose. Donc, je pense que c'est nécessaire de fluidifier, faciliter au moins les premiers contacts. Il ne faut pas avoir accès dans l'ensemble de la base de données. L'essentiel, c'est de pouvoir montrer qu'on a envie de travailler ensemble, qu'on a un projet qui est partagé à la fois au niveau d'application clinique et aussi des projets de recherche. Ce n'est pas juste, moi, je récupère vos données, on les voit. Donc, il faut construire d'abord une relation. Mais si, dès le départ, on doit régler l'aspect de propriété intellectuelle, les royalties sur les produits, qu'on ne sait pas quel produit on va développer, parce qu'on ne sait pas s'il y a un produit à développer, parce qu'on ne sait pas si l'algorithme va marcher. En fait, on va nulle part. Après, on rejoint aussi des questions techniques, c'est-à-dire que là, tu nous dis, tu as reçu une base de données du CHUM, mais nous, typiquement, tu vois bien le sujet, on est quand même calé sur des complexités, des limites techniques, c'est-à-dire que comment est-ce que transférer une base de données de patients, c'est réglementairement contraint. Et donc, on a des solutions avec des espaces sécurisés, etc., mais c'est une contrainte de plus. Donc, quelque part, l'idée, pour moi, je pense, l'objectif qu'on devrait tous avoir, c'est de se dire, mettons-nous autour de la table pour identifier différentes contraintes, mettons-les sur un chemin critique et voyons quel est le chemin le plus court pour arriver à ça. On l'a fait pour les essais cliniques, on y arrivait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas pour les entrepôts de données. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Je crois que Pascal avait un mot à dire encore. Oui, non, juste une petite remarque. En fait, cette notion de faisabilité du système, là encore, je ne veux pas reprendre d'analogie, mais ça existe déjà dans la logique d'assets beaucoup plus classique, où l'industriel, d'abord, a envie de tester, ça passe par un MTA, etc. Donc, je veux dire, ce mode de fonctionnement où on dit finalement sur un espèce de pilote, on regarde ce qu'on peut faire,
là, on est en train de réinventer le fil à couper le beurre. Hein. Ça existe et ça marche et ça fonctionne déjà dans un certain nombre de cas. Et l'autre point qui était, on a un sujet, effectivement, en termes de modèle de valeur, y compris pour des startups, on ne peut pas empiler les 5%. Je veux dire, les clauses d'anti-stacking, on les a tous mis. Donc, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses, d'outils qui existent, qu'il faut juste qu'on adapte au sujet projet et accès à la data. Mais tout est sur étagère et il suffit juste un peu de volonté commune. Et là, pour le coup, je reviens sur la notion de transparence, d'envie, pour qu'on le mette en musique et que sur les données, ça donne des choses très belles. Beaucoup d'outils existent déjà. Juste pour compléter, la partie anti-stacking est jouable, mais ne me semble pas forcément être le meilleur des modèles. Par contre, il pourrait y avoir des choses sur la prise de participation, par exemple, qui peuvent donner un objectif commun entre les différents partenaires. C'est-à-dire que les hôpitaux, ça leur coûte des sous de structurer tout ça. Donc il faut quand même qu'ils revoient leurs sous et pas juste... Mon point n'est pas de dire qu'il faut limiter ce que l'établissement doit faire. Par contre, il faut faire attention, c'est qu'en termes de perception, c'est pas pareil de donner une part, ça regarde que les actionnaires. Actuel. Alors que, par exemple, commencer à donner du chiffre d'affaires, c'est déjà un sujet sur les brevets classiques, c'est plus difficile, par exemple, ça peut être plus difficile de relever des fonds. Par contre, pour moi, la notion de partager la valeur potentielle et que tout le monde puisse faire pas mal de sous, elle peut en tout cas passer par la prise de participation capitalistique, ce qui en plus renforce réellement les relations entre les partenaires et pas juste au niveau capitalistique, mais même au niveau R&D. Donc ça, c'est des options qui demandent un peu de montage, mais qui sont, à mon sens, qui peuvent être très très bénéfiques pour l'ensemble des partenaires. Merci à vous. Donc je vais conclure sur cette dernière étude et puis je laisserai mes collègues Mathieu et Philippe conclure sur les autres. Juste en quelques mots, quand on a commencé l'étude, on a d'abord été rassurés de voir que les autres partenaires qui soient en France ou à l'étranger se posaient les mêmes questions, et on a été aussi rassurés de voir qu'on avait tous le même but, c'est-à-dire essayer de valoriser les données de façon à ce qu'à un moment donné, on arrive quand même au final, in fine, à une solution innovante qui est disponible pour les patients. Et ça, c'est quand même quelque chose de rassurant. J'ai noté le terme de courbe d'apprentissage, et ça, c'est clairement quelque chose qui va nous permettre, et comme disaient certains membres de la table ronde, on a déjà les outils, il suffit juste qu'on les adapte et qu'on arrive à se mettre en musique pour partager des bonnes pratiques, diminuer l'hétérogénéité et vraiment pouvoir s'adapter à cette particularité de la donnée. On a aussi compris qu'il y avait énormément d'enjeux en termes de compétitivité, de rapidité d'accès à la donnée, et c'est en partageant ces pratiques qu'on arrivera collectivement à quelque chose de potentiellement intéressant et qui, encore une fois, arrivera au but ultime qu'on aimerait avoir. Enfin, j'ai compris aussi la notion de temporalité et que les actifs temporaires n'étaient pas tout à fait la même chose que des actifs durables. Et ça, effectivement, les modèles qui existent nous l'ont déjà montré. Et enfin, je conclurai là. On a bien noté que la valeur des données s'articule surtout autour des projets et de l'expertise associée et pas autour du coût de la collecte du kilo de données. Donc ça, je l'ai bien noté.